par le gouvernement du budget de l'audit du fichier électoral voulu par le cadre de concertation des forces de l'opposition. Un acte qui vient relancer complètement le débat autour de la question du fichier électoral que d'aucuns croyaient rangé. Jean-Baptiste Elias, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir planifié cette rencontre et cet entretien pour que les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous écoutent en ce moment puissent avoir l'information nécessaire qu'il faut sur le sujet. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Jean-Baptiste Elias. Toute première question pour vous. L'historique de ce débat autour du fichier, de l'audit du fichier électoral, qu'est-ce qu'on peut y comprendre réellement? D'abord, je voudrais, avec votre permission, expliquer un peu ce que c'est qu'un audit. Parce qu'il faut que les téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Allez-y. Un audit, c'est la vérification. C'est l'analyse quantitative et qualitative, n'est-ce pas, d'un produit fini. L'audit, c'est la bonne gouvernance. L'audit, c'est la bonne pratique. En fait, l'audit, c'est d'aller voir ce qui est prévu, est-ce qu'il a été fait dans les normes et selon la réglementation en vigueur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ici, nous sommes devant la situation concernant les élections. L'historique de cette affaire de l'audit du fichier électoral date d'octobre 2022. En effet, en octobre 2022, le premier responsable de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, a invité les organisations de la société civile pour leur dire: voici le nouvel instrument qui va désormais régir les élections au Bénin, à savoir la liste électorale informatisée, l'EI. On a fini avec la LEPI et donc il a présenté la situation. Heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'avoir été le président du Conseil de l'Union africaine contre la corruption. Et donc, les 54 États, j'ai eu un peu l'expérience de ce qui s'est passé en matière de gouvernance et surtout en matière d'élection pour que ça s'apaise et que tout ce qui a comme conflit post-électoraux ne puisse pas engendrer de la violence. Voilà. J'ai donc demandé au premier responsable de l'ANIP: accepterez-vous qu'on fasse l'audit du fichier électoral? Il a dit oui. Et il a convoqué tous les partis politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Nous avons travaillé du 19 au 28 octobre 2022. Puis, nous nous sommes dit, est-ce qu'il faut avancer? Parce qu'on a travaillé que pour 10 jours. La loi a prévu qu'à une date donnée, l'ANIP doit fournir les éléments nécessaires à la Sénat pour continuer le travail. Oui. On avait donc le choix. Ou bien, nous disons, nous devons finir l'audit et de ce point de vue, les élections du 8 janvier 2023 n'auront pas lieu. Il faut les reporter. Nous, nous sommes des légalistes. Nous avons dit non. Quel que soit ce qu'il y a comme déchet, je pèse bien mes mots, quel que soit ce qu'il y a comme déchet dans la base de données, pour l'extraire, le fichier électoral qui deviendra l'EI, quel que soit le déchet qu'il y a là-dedans, on laisse tomber, on y va, pour qu'il n'y ait pas de vide juridique. Nous nous sommes tous mis d'accord dessus. Tous les partis politiques étaient présents, je répète, mouvance et opposition. Tous les responsables de ces partis ont fait des déclarations que j'ai dans ce studio. Si c'est nécessaire, on va le jouer. Puis, on a dit on y va. Et après, on va essayer de corriger. Le responsable de l'ANIP n'a opposé aucun refus. Aucun refus. Il vit encore, il est là. Et tous les partis politiques qui étaient présents aussi peuvent témoigner qu'il n'a opposé aucun refus. Et nous avons fait le travail. Donc on a dit, on y va quand même. On va faire les élections de 8 janvier 2023 avec ce fichier électoral qui comporte des déchets. On y va. Ce qui a été fait. Et donc, à l'occasion d'une rencontre avec un des partis politiques, avec le chef de l'État, en novembre 2023,
ce parti a posé le problème de l'audit du fichier électoral pour les élections de 2026. Donc on a le temps. Puis le chef de l'État a donné son accord. Et vous connaissez la suite. C'est ça qui a permis de mettre en place les structures et le Conseil des ministres a donc décidé le 19 février 2025 d'autoriser l'audit du fichier électoral. Entre-temps, on a vu le cadre de concertation de l'opposition faire une croisade pour essayer d'avoir l'accord des autres partis politiques, notamment ceux de la mouvance présidentielle. Effectivement, ils ont mis en place un cadre de concertation au niveau des partis politiques de l'opposition. Oui. Et ils ont demandé à rencontrer tous les partis, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, mais ils ont demandé à rencontrer aussi les organisations de la société civile, les chefs religieux. Puis, tout ce monde a été entendu. Ils ont rencontré l'Union progressiste, le Renouveau, ils ont rencontré le Bloc républicain, ils ont rencontré Moël Bénin, ils ont rencontré la Renaissance nationale. Ils ont rencontré les autres de la société civile. FCDE n'a pas été rencontré. Et puis, ceux de la société civile ont été rencontrés. Puis, l'Union progressiste, le Renouveau, a fait un communiqué pour dire, moi je ne veux pas faire le fichier électoral, je ne veux pas faire l'audit du fichier électoral, mais je suis prêt à ce qu'on puisse aller faire le travail quand on va extraire de la base de données les éléments nécessaires qui permettront d'aller, puisque l'Union progressiste de Renouveau a dit, l'Union progressiste de Renouveau reste cependant disponible à contribuer aux côtés de l'ANIP et de tous autres acteurs concernés dans le strict respect du code électoral, comme ce fut le cas à la veille des élections législatives de 2023, à l'extraction et à la mise à disposition de la Sénat d'une liste fiable pour les élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Le Bloc républicain a fait la même chose, voici leur communiqué. Puis, on a installé le comité de pilotage. Je rappelle, le comité de pilotage est composé de 6 membres. 4 sont de la société civile. Un représentant des partis politiques de l'opposition et un représentant des partis politiques de la mouvance. Donc, aujourd'hui, il y a 5 membres. 4 de la société civile, un représentant des partis de l'opposition et nous attendons le représentant des partis de la mouvance pour se joindre à nous pour continuer le travail. Les partis de la mouvance n'ont toujours pas choisi leur représentant à la date d'aujourd'hui. À ce jour, ils n'ont pas choisi. Le comité de pilotage ayant pris service le 8 janvier 2025, nous avons pris les dispositions, on a préparé ce qu'on doit préparer et nous avons écrit à chacun de ces partis le 31 janvier 2025 pour demander à les rencontrer et à leur présenter ce que nous comptons faire dans le cadre de l'audit du fichier électoral. Moël Bénin nous a reçus déjà. Nous avons discuté avec Moël Bénin, son président et son équipe. L'Union progressiste, le Renouveau, nous a répondu. Le rendez-vous est pour le 10 mars prochain. Nous attendons la réponse du Bloc républicain. Nous attendons la réponse de la Renaissance nationale. Puis, nous allons évoluer. Mais je vous dis tout de suite que nous, on n'est pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. J'ai fait le Conseil de l'Union africaine contre la corruption pendant 4 ans. Et j'ai vu ce qui s'est passé dans les 54 États en matière de vote, d'élection. Nous avons fait l'audit du fichier électoral au Togo. On l'a fait en République démocratique du Congo. On l'a fait au Niger. On a fait au Kenya. On a fait au Mali. On a fait à Madagascar, pour ne citer que ces pays-là. Oui. Mais nous avons eu des cas où c'est l'opposition qui a pris le devant, la mouvance a refusé d'y aller. Nous avons eu des cas où c'est la mouvance qui a pris le devant, l'opposition a refusé d'y aller. Donc on n'est pas surpris de ce qui se passe au Bénin.
Le Bénin n'invente rien. C'est donc quelque chose auquel nous sommes habitués. Dans d'autres pays, je ne vais pas citer les pays pour ne pas faire. Alors Jean-Baptiste Elias, oui. Pendant qu'on y est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches à mener pour essayer de ramener un peu le seul représentant des partis de la mouvance? Est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes plus tard, l'absence d'un représentant des partis de la mouvance? A priori, non. Nous estimons qu'en finissant de faire le tour, compte tenu du programme et de l'agenda de ces partis politiques, si nous finissons de faire le tour et que, en fin de compte, le bloc complet des partis de la mouvance refuse de venir, pas de problème. De toute façon, ce que nous avons prévu de faire, ce sont les experts internationaux qui vont faire le travail. Ce n'est pas le comité de pilotage, pas du tout. Nous avons déjà pris les dispositions pour lancer un appel à candidature afin que les experts, il y en aura 4, je vous donnerai les détails tout à l'heure, qui vont venir faire le travail en toute indépendance. Et ces experts vont mettre en jeu leur crédibilité. Oui, mais dans ce contexte-là, qu'est-ce que le comité de pilotage aura comme mission finalement? Très bien. Le comité de pilotage a pour mission d'abord de préparer tout ce qui va se passer jusqu'à l'arrivée des experts. Ensuite, d'être l'interface entre les experts et toutes les parties prenantes qui seront sollicitées. Les experts auront à rencontrer les services compétents où se trouve la base de données de ce qui est fait. Nous devons pouvoir faciliter cette rencontre avec ces techniciens. Les experts auront à rencontrer peut-être l'exécutif. Nous aurons à faciliter cette rencontre-là. Et quand les experts vont finir, il y a un atelier de validation du rapport des experts qui sera fait. On va inviter tout le monde. Tout le monde, y compris les partis politiques de la mouvance et de l'opposition, pour voir ce qui a été fait par ces experts-là dans leur rapport qu'on va valider. Ensuite, quand le rapport sera terminé, qu'il y aura des recommandations, qu'il y aura donc la détection des déchets dans le fichier, donc dans la base de données, nous allons faire le suivi pour que les corrections nécessaires soient faites et qu'à la fin, nous puissions avoir un fichier digne d'intérêt, débarrassé du maximum de déchets possibles qui puissent sécuriser les élections de 2026. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc il y a des étapes à suivre dans cette opération d'audit du fichier électoral, si je vous résume. Absolument, il y a des étapes à franchir et nous sommes en train de franchir chacune des étapes. Le document devant permettre à l'appel à candidature, nous l'avons déjà rédigé, puisque nous sommes des techniciens au niveau du comité. Nous sommes des techniciens, nous avons cherché à faire en sorte que la politique se mêle le moins possible. C'est pour ça qu'il y a 4 membres de la société civile. Nous sommes des neutres. Moi, je ne suis dans aucun parti politique et avec mon âge, je ne peux pas hypothéquer mon honorabilité. Donc, le travail va se faire selon les règles de l'art. Il s'agit d'un travail technique, il s'agit d'un travail scientifique. Ça va se faire avec des experts qui vont mettre en jeu également leur indépendance et leur honorabilité. C'est peut-être une chance de vous avoir au niveau de ce comité de pilotage. Ce qui est sûr, à la fin, on aura le temps de juger du travail, de la qualité du travail que vous feriez. Alors, comment expliquez-vous le fait que le chef de l'État, lui, donne son accord, mais que des partis qui soutiennent ces actions ne soient pas trop ouverts à cette démarche-là? Le président de la République a des informations que le commun des mortels n'a pas. Premier élément. Deuxième élément. Quand le FONAC a demandé en octobre 2022 la possibilité de faire l'audit du fichier électoral, c'est que nous-mêmes, nous avons des informations. Mais le chef de l'État a plus d'informations que nous tous. Je sais que des organisations ont saisi le chef de l'État à plusieurs reprises, en tout cas par 2 fois au moins, le 16 octobre, puis le 23 octobre et le 16 le 23 octobre et le 27 et le 23. 16 octobre, 23 novembre 2023, pour sonner l'alerte comme on le dit.
parce que ces organisations-là, qui nous ont donné d'ailleurs copie, il n'y a pas à cacher, ces copies sont dans ce studio-là, pour dire ce qui se passe dans la base de données. Qu'est-ce que le personnel de l'ANIP a eu à faire? Ils ont signalé au chef de l'État que on a manipulé des éléments au niveau de la base de données. Qui les a manipulés? Mais les agents, puisque la base de données, sa gestion et son administration confiée aux agents de l'ANIP qui rentrent là-dedans. La loi 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin a dit de mettre en place 2 registres. Un registre national des personnes pour les Béninois et un registre national pour les personnes concernant les étrangers. C'est le registre national concernant les Béninois qui nous intéresse ici. Et dans ce registre, on doit écrire les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, résidence, arrondissement, commune, département de chaque individu, avec les références de l'acte de naissance ou du jugement supplétif. La loi dit qu'au cas où il n'y aurait pas d'acte de naissance ni de jugement supplétif, il faut 3 personnes pour faire le témoignage, pour dire oui, ce monsieur ou cette personne ou cette femme-là, nous connaissons, c'est un Béninois, il est né à peu près à tel moment, etc. 3 personnes pour faire donc le témoignage. Quel est le rôle de cet audit que nous voulons faire, par exemple? Non, avant de parler du rôle, oui. Vous avez dit que des données ont été manipulées par des agents là-bas. Mais au profit de qui? Qui a intérêt à manipuler? Au profit de ceux qui ont demandé. Il n'y a rien à cacher. De toute façon, des gens ont été arrêtés. Donc la justice a tranché. Une fois que la justice a tranché, on peut parler de ça. C'est une forme de pression que ces organisations internationales, monsieur Patrice Talon, c'est ce que vous voulez dire? Non, il ne s'agit pas d'organisation internationale. Bon, c'est une organisation dirigée par les Béninois, mais qui se trouve à l'étranger. Voilà. Qui ont des informations, des gens qui étaient des majeurs ont tout fait pour qu'on change leur position de majeur pour qu'ils deviennent mineurs. Des gens qui étaient mineurs ont tout fait pour qu'on puisse changer leur position pour qu'ils deviennent majeurs. Des étrangers ont été inscrits dans la base de données en tant que Béninois, etc., etc. La CRIET a condamné les gens qui sont en prison en ce moment. Donc il n'y a plus de mystère. Ce n'est plus la base de soupçon. Voilà. Il fallait expliquer pour qu'on comprenne. Voilà. Alors le rôle, vous voulez évoquer le rôle de l'audit. Le rôle de l'audit, justement, c'est de vérifier si toutes les dispositions légales et réglementaires permettant d'inscrire les gens dans la base de données ont été respectées. Souvenez-vous. C'est pas sorcier. Comment? C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est un travail technique et scientifique. 2017, on a inscrit des gens dans la base de données. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ça fait 8 ans. Normalement, quand on fait un projet, je prends un exemple d'une route simple. Vous voulez faire la route. La dernière fois, on a fait l'élément qui a été fait. On fait une route, on fait un appel d'offres, on confie la confection de la route à une société X. Mais dans le même temps, on fait un autre appel d'offres pour recruter une autre société qui va faire le suivi et le contrôle. Puis, on fait encore un autre appel d'offres, toujours pour la même route là, pour faire l'audit. Donc ça fait 3 groupes qu'on prend. Un groupe pour exécuter, un groupe pour faire le suivi et le contrôle, et un autre groupe pour faire l'audit. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Pendant 8 ans, les agents de l'ANIP ont inscrit des gens dans la base de données, dans le registre national, sans qu'il n'y ait eu personne. Aucun œil extérieur n'est venu pour voir s'ils ont bien fait
ou s'ils ont mal fait, ou s'il y a des choses à corriger. Il n'est pas tard de bien faire. Il n'est pas tard de bien faire. On veut vérifier tout cela. C'est tout. C'est seulement celui qui ne fait rien dans la vie qui ne peut pas se tromper. Voilà. Il se pourrait même qu'il se soit trompé de bonne foi. Et justement, l'œil extérieur qui constitue donc l'équipe de l'audit viendra voir est-ce que vous avez respecté tout ce que la loi a prévu pour inscrire les gens dans la base de données. Une fois que c'est fait, c'est tant mieux. Et il y a une autre loi qui a dit très clairement que quand il y aura des décès, il faudrait aller extirper ces décès-là de la base de données. Est-ce que tous les décès que nous avons constatés pendant ce temps ont permis d'extraire les personnes décédées de la base de données? Nous n'avons pas la preuve. Et tout ça là sera vérifié par les experts, n'est-ce pas, qui seront commis pour faire l'audit du fichier électoral. Elias, dès que ces experts-là vont terminer leur travail, on aura une Bible entre nos mains. Ce sera une parole d'évangile. On va croire tout ce qu'ils vont nous faire déposer à cet atelier de validation. C'est justement pour permettre à ce que tout le monde puisse faire confiance que nous avons pris la responsabilité de proposer au gouvernement que ce soit des experts internationaux qui viennent faire le travail. Il y a des Béninois qui connaissent, qui peuvent faire, qui ont déjà l'expertise, qui peuvent faire. Pour éviter des problèmes. Merci beaucoup. Si on prenait ces Béninois-là pour dire de faire, on va dire, celui-là, est-ce qu'il n'est pas dans tel parti? Est-ce qu'il n'a pas été acheté? Est-ce qu'il n'a pas fait corruption? Est-ce qu'il n'est pas proche de X ou est-ce qu'il n'est pas proche de Y? Donc, on va éviter tout ça pour mettre tout le monde à l'aise. Voilà pourquoi nous avons proposé, et le gouvernement a accepté, qu'on puisse faire ce qu'il faut pour que ce soit des experts internationaux indépendants qui ont leur crédibilité à jouer. Parce que quand ils vont mal faire ici au Bénin, moi je vais rendre compte. Je vais informer les autres pays de l'Union africaine pour dire telle personne a fait, ce qu'il a fait n'est pas bon. Et désormais, quand il va soumissionner ailleurs pour vouloir faire l'audit dans les autres pays, il ne sera pas pris. Donc ils vont jouer leur crédibilité en faisant le travail selon les règles de l'art, de façon scientifique et de façon technique. Voilà. J'ai dit tout à l'heure 4. Ne vous m'avez pas demandé qui sont les 4. Je sais qu'on va y revenir. Ah d'accord, ok. Alors, pour faire ce travail, eh bien, les experts ont besoin de moyens et le gouvernement vient d'octroyer 159 436 200 francs CFA. Et qui a bâti ce budget? C'est la modeste personne de celui qui est devant vous, avec les membres du comité de pilotage. C'est nous qui avons bâti ce budget. Et c'est moi qui ai signé le budget qu'on a envoyé au gouvernement. Le gouvernement n'a pas retranché un seul centime. Je remercie le président de la République. Je remercie le ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions qui ont piloté ensemble ce projet et ils n'ont rien retiré. Pourquoi? Parce que nous avons fait un travail scientifique. D'abord, la position de celui qui vous parle a eu une expérience dans d'autres pays pour voir ce qu'on a fait. Deuxièmement, nous savons quelles sont les possibilités de notre État. Troisièmement, nous avons minoré, je pèse bien mes mots, on a minoré les perdièmes et les honoraires des experts, tout en sachant que nous pouvons rester dans ce budget pour pouvoir avancer. Mais, puisque le gouvernement a donné le montant, je remercie le gouvernement parce que nous, à la société civile, nous avons toujours voulu la transparence. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup, messieurs et mesdames les membres du gouvernement, d'avoir autorisé qu'on donne le montant de ce budget. Je vais donner des détails si vous voulez. Oui, Jean-Baptiste Elias, c'est vrai, il faut remercier le chef de l'État, c'est l'argent du contribuable. Quelles sont les garanties que vous donnez que ces fonds-là seront bien utilisés, seront utilisés dans les règles de l'art? Voilà, et c'est justement pourquoi je dis que c'est moi qui ai signé le document pour le budget. Oui. En effet, je sais, et tout le monde sait, qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable, l'argent de l'État, sans l'entourer de toutes les garanties nécessaires pour sa bonne gestion. Voilà. Ainsi, dans ce budget-là, nous avons prévu de louer un bâtiment qui servira de siège pour le comité et qui servira également de siège pour les experts quand ils vont arriver. Ça a un coût. Nous avons mis là-dedans le recrutement d'un agent comptable spécialisé dans la gestion des fonds publics. Ça a un coût. Nous avons mis
le recrutement d'un agent de contrôle financier, expert en la matière, ça a un coût. Nous avons mis le recrutement d'un agent chargé de marché public, parce que le travail qu'on va faire, il y a un volet concernant les marchés publics. On ne peut pas sortir un franc sans qu'un expert, n'est-ce pas, des marchés publics puisse dire, voilà ce que les dispositions légales ont prévu, voilà ce que les dispositions réglementaires ont prévu, vous devez le faire comme ça. Nous avons prévu assez du carburant, on a prévu ce qu'il faut pour payer l'électricité, pour payer l'eau. Nous avons prévu, tenez-vous bien, un forfait journalier pour chacun des 5 membres présents du comité de pilotage à 45 000 francs CFA par jour. Je dis bien 45 000 francs, c'est pas beaucoup. Mais c'est pas peu non plus, c'est beaucoup pour tous ceux qui sont fait pendant tous ces jours. Non. Tous ceux qui sont dans la fonction publique, qui ont leur salaire, qui ont les primes, qui vont en mission, perçoivent effectivement les 45 jours aussi par jour. Mais nous ne sommes pas dans la fonction publique, nous n'avons pas un salaire de la fonction publique, nous n'avons pas des primes de la fonction publique. Nous sommes des experts, nous aurions pu prévoir des montants pour les experts. Et pourtant, on a dit non. C'est pour votre pays que vous le faites. Merci beaucoup. C'est pour notre pays que nous le faisons. Et si vous voulez, je vais vous souffler quelque chose. Allez-y. J'ai écrit au ministre de la Justice et de la Législation que pour mon pays, le pauvre Elias Jean-Baptiste décide de ne prendre aucun franc pour le travail que je vais faire pendant toute la durée. Donc vous n'êtes pas, les 45 000 francs de prime journalière, c'est ça? Oui. Vous n'êtes pas compris. J'ai refusé de prendre, j'ai écrit, ce n'est pas que j'ai dit. Hein. Oui, mais pourquoi vous faites Parce que moi, j'estime que je peux me sacrifier pour mon pays et donner ma compétence, mon expertise pour mon pays sans nécessairement chercher à prendre de l'argent. Je l'ai fait d'ailleurs. Quand nous avons fait l'audit du fichier électoral pour octobre 2022, tous les partis politiques étaient là. Quand on a fini, le responsable de l'ANIP a voulu nous servir les perdièmes. Moi, j'ai refusé de prendre. Je n'ai pas pris. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est du patriotisme. C'est du patriotisme. C'est du patriotisme pur. Je n'ai pas pris et il peut témoigner. Vous auriez pu convaincre également les autres membres du non. Chacun, comme vous. Chacun a son... La nation vous aurait reconnu cela à vie. Moi, c'est le petit Elias qui a dit ça. Les autres, je ne peux pas les forcer à faire le travail sans rien prendre. C'est ça. Et quand on a fait pour 2022, octobre 2022, je n'ai pas pris non plus, mais les autres ont pris. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de problème. Donc, c'est de façon volontaire que j'ai décidé de ne rien prendre. J'ai dit, mais j'ai écrit, j'ai signé la lettre chez le ministre de la Justice que j'ai refusé de prendre de l'argent pour faire ce travail-là. Je le ferai bénévolement. Je suis habitué à ça. D'accord. Ensuite, c'est pas fini. Allez-y. Maintenant, toujours dans le budget, nous avons prévu l'acquisition de matériel, fourniture de bureaux, photocopieurs, des choses comme ça, pour 3 millions et quelques. Nous avons prévu justement pour les experts, je dis bien pour les experts, billets d'avion, émolument des 4 experts, le total fait 83 348 000 francs CFA. Pour les experts, 83 348 000 francs CFA. Donc, ces 156 millions là, il y a plus de la moitié qui concerne les experts qui vont prendre. Tout le reste, c'est ce que j'ai dit. Nous avons à recruter le personnel spécialisé pour la gestion des fonds. Eux, ils ont besoin d'un salaire et on a prévu leur salaire. Je ne peux pas leur demander de faire le travail gratuitement. Ce n'est pas possible. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce que vous faites de la communication? Parce que à mesure que vous évoluez, il faudrait que les populations soient informées. On n'a pas vu une seule trace d'une ligne dédiée à la communication. Vous avez raison. Qu'on fasse également le travail ou qu'on fasse preuve de patriotisme. Vous avez raison. Vous avez raison. Nous avons prévu pour la communication. Les frais de communication, on a prévu 300 000 francs pour nous, les téléphones, les ceci, les cela. Ça, c'est pour vous. Mais attendez, maintenant pour les médias aussi, on a prévu 300 000 francs et on sait que c'est peu. Et on a fait quand même un budget imprévu. Il y a un imprévu de 14 millions
qui se trouve être là. En cas de besoin, on va pouvoir puiser pour permettre à ce que la communication puisse être satisfaite pour le travail qu'elle nous fera. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez, hein, Jean-Baptiste Elias, que, comme on l'entend déjà dire, que l'autorisation de la mise en place de ce financement par le gouvernement est une victoire pour l'opposition? Non, non. Ça, c'est les politiciens qui parlent. Moi, je ne vais pas me mêler de ça. Je viens de vous dire tout de suite. C'est après tout eux qui ont introduit qui ont introduit le débat, qui ont fait les démarches, qui tempêtaient tout le temps pour dire il faut aller à l'audit, ainsi de suite. C'est avant tout le FONAC qui a commencé. Si après tout, ce sont eux qui ont suivi, c'est avant tout le FONAC qui a commencé. Depuis octobre 2022, c'est le FONAC qui a demandé et obtenu. Vous pouvez vérifier. Chacun tire le drap de son côté. Non, quoi, ça c'est les politiciens ça, qui parlent. Nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Et mieux, quand ils ont décidé d'associer tout le monde et que nous avons accepté de venir travailler, puisque nous avons commencé déjà en octobre 2022. Quand ils m'ont élu à l'unanimité président, je leur ai dit, messieurs, mesdames, oubliez tout ce qui est politique. Nous sommes de la société civile, on fera le travail. Sans que vous ne puissiez vous impliquer d'une manière ou d'une autre là-dedans. Ils ont accepté. La preuve, c'est quand nous sommes revenus que nous avons repris le travail complètement, que nous avons confectionné le budget, que nous l'avons envoyé au ministre de la Justice, qui est donc notre interface entre le président de la République et nous, membres du comité de pilotage, pour faire le travail. Donc, désormais, ils sont out, comme on le dit. Nous sommes là pour travailler pour la nation. Aussi bien la mouvance, l'opposition, la société civile, tout le pays, tous les citoyens béninois ont les yeux rivés sur le comité de pilotage. Nous ferons le travail de façon scientifique, nous ferons le travail de façon technique, et nous avons souhaité associer les techniciens experts qui vont faire le travail avec nous. Nous ne reçurons aucune pression de qui que ce soit et nous ferons le travail selon notre conscience et selon ce que les règles de l'art ont prévu. Le FONAC avait déjà engagé le combat, comme vous l'avez dit. Quels sont les autres représentants des organisations de la société civile qui figurent dans le comité de pilotage? Nous avons dans le comité de pilotage un représentant de la plateforme de la société civile pour les élections. Nous avons dans le comité de pilotage un secrétaire général de la Confédération des syndicats du Bénin. Donc, ils se sont réunis pour élire un représentant. Nous avons un représentant des confessions religieuses. Le cadre de concertation des confessions religieuses, ils se sont mis d'accord pour élire une personne. Et bien entendu, il y a le FONAC. Pourquoi le FONAC? Directement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le FONAC qui a avant tout commencé à faire ce travail et commencé par dire qu'il faut faire l'audit du fichier électoral depuis octobre 2022. Avec la petite expérience que nous avons, ils ont estimé qu'il faut profiter de cette expérience-là et de pouvoir travailler. Quand nous avons fait, nous sommes 4 de la société civile. Dans le groupe, je vous garantis que aucun lien politique ne nous permettra de faire autrement le travail tel que ça doit se faire. Vous parlez pour vous ou pour les autres à la fois? Mais, comme par hasard... Peut-être que vous comptez sur votre intégrité, votre patriotisme, mais est-ce que vous pouvez prendre des engagements au nom des autres qui sont membres du comité? Absolument. Comme par hasard, ils m'ont fait confiance pour me lire à l'unanimité. En tant que président, c'est moi qui signe les documents. En tant que président, c'est moi qui préside les travaux du comité de pilotage. En tant que tel, et je viens de répéter, je ne vais jamais hypothéquer mon honorabilité. Jamais. Ça, c'est important pour moi. Depuis le travail que je fais, vous le savez bien, je suis venu plusieurs fois sur vos plateaux pour faire des dénonciations. Personne aujourd'hui n'a réussi à me mettre en défaut parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose,
j'apporte les preuves contraires. Comme c'est le cas ce matin, Comme c'est le cas ce matin. Le document. Jean-Baptiste Elias, oui. Quel est le chronogramme que vous avez mis en place pour faire tout ce travail-là? On aura quoi quand? Le fichier sera toiletté, audité, déposé quand? Jusqu'à quand nous devons nous attendre à un travail déjà parfait, bien fait? D'abord, depuis le 8 janvier, nous avons commencé à travailler. On a fait le travail, on a fait le budget, on a fait donc des réunions, on a demandé à rencontrer des gens, on a fait le document concernant le recrutement des experts. Ce travail a été fait scientifiquement et c'est prêt. Maintenant que le Conseil des ministres a donné son accord, nous allons dès lundi, je dis bien dès lundi, rencontrer les autorités compétentes pour la mise en place de ces montants-là. Puis, nous allons rencontrer les services compétents pour montrer l'appel à candidature que nous avons établi pour recevoir le bon à lancer des autorités compétentes. Je dis encore une fois, nous allons faire les choses selon les règles de l'art. Il n'y a pas de précipitation. Le bon à lancer sera donné par les autorités compétentes. Nous allons payer les services compétents de la presse pour publier l'avis de recrutement. La loi nous impose, comme lançant l'appel, il faut faire un mois. C'est un appel international. Donc nous allons attendre un mois pour que les propositions nous viennent. Propositions techniques, offres techniques comme on le dit, offres financières, et nous allons faire le débat. Tout le personnel que j'ai cité tout à l'heure, à savoir ceux qui sont agents comptables, ceux qui sont agents du contrôle financier, ceux qui sont agents, n'est-ce pas, de l'argent public, seront associés en tant que techniciens en la matière pour nous guider pas à pas afin que le dépouillement soit fait, afin que les experts soient retenus. Puis nous allons les appeler, ils vont arriver, on va faire un contrat, ils vont enregistrer le contrat au niveau donc des services compétents. L'État va percevoir ce qu'il doit percevoir. Ils vont se mettre au travail. Nous allons rencontrer les responsables de l'ANIP qui ont la gestion de la base de données et qui vont donc donner tout ce qu'il faut pour que le travail puisse se faire. Et nous allons suivre pas à pas ce qu'ils vont faire jusqu'à ce que nous ayons les résultats. Je ne suis pas entièrement satisfait de votre réponse. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que nous sommes au mois de février? Est-ce que c'est au mois de septembre prochain que nous aurons le produit fini? Ah voilà, vous avez raison. Voilà. Je voudrais avoir plus de précision. Dans notre prévision, nous nous sommes dit au plus tard fin mai 2025, tout doit être prêt. S'il doit y avoir éventuellement un retard, c'est dans la première quinzaine du mois de juin, tout doit être prêt. Et à partir de là, justement, s'il y a des recommandations, s'il y a des mises à jour, s'il y a des appurements à faire conformément au code électoral en vigueur à ce jour 21 février 2025, parce que nous sommes légalistes, oui. C'est le test en vigueur au moment des faits que nous allons appliquer. Nous ne sommes pas dans les bagarres des politiciens qui disent le code est bon, il n'est pas bon. Ce n'est pas notre affaire, nous autres. Nous, c'est le code en vigueur que nous allons appliquer. Et ce code dit qu'il faudrait faire les appurements, les mises à jour à un délai donné. Et c'est à partir de septembre, comme vous le savez, que la première extraction va se faire pour permettre à ce que on continue le travail. Et donc, nous, le travail de l'audit doit finir au plus tard fin mai, sinon, première quinzaine de mois de juin, sauf s'il y a un blocage quelque part. Et s'il y a un blocage, nous reviendrons sur ce plateau pour dire qu'il y a un blocage, et voilà à quel niveau le blocage a eu lieu. Donc, fin mai, à l'arrivée donc de tous ces travaux, dites-nous, à quoi va ressembler le fichier électoral, à votre avis? Non, le fichier électoral, c'est un document officiel. Si, comme nous le pensons, tout a été fait selon les règles de l'art, en introduisant dans la base de données, selon les règles prévues par la loi, selon les règles prévues par les décrets et autres tests, si tout va bien, et qu'à la fin on dit tout est parfait, tant mieux. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, les soupçons
Et ce n'est plus des soupçons maintenant. Des gens ont été pris, ils sont en prison. Ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qu'on ne devait pas faire. Les éléments seront mis à nu. Puis, les recommandations seront faites et des mises à jour seront également faites. C'est tout ce que je peux vous dire. Si je vous résume, à la fin de ces travaux qui vont nous coûter plus de 159 millions, c'est qu'il y aura plus de bagarre autour du fichier électoral. Normalement, mais vous avez sorti encore le prix, 159 millions. Je vous dis, ça c'est le minimum ça. Dans d'autres pays, j'ai cité tout à l'heure. C'est ce qui est retenu, nous on tient à ça. J'ai dit oui, ça c'est petit. Dans d'autres pays que j'ai cités tout à l'heure, je ne vais pas donner les chiffres pour les pays, mais c'est 3 fois ce montant-là pour faire l'audit du fichier électoral. C'est 3 fois minimum. Peut-être que ces pays-là ont plus de moyens que le Bénin. Voilà, c'est pour ça que nous, en tant que techniciens et experts, nous avons dit, nous allons tenir compte de notre réalité budgétaire pour minorer, n'est-ce pas, les perdièmes et les honoraires des experts. Et au moment opportun, on leur dira, écoutez, travaillez pour nous, travaillez pour le Bénin. Nous n'avons pas les moyens nécessaires pour vous donner ce auquel vous avez droit normalement. Mais prenez le peu que nous avons prévu pour vous pour le faire. Mais puisque vous avez répété le montant 159 millions 436 200 francs CFA. Très bien. C'est ça là que nous souhaitons que tout le monde soit au courant pour qu'il y ait la transparence. Mais savez-vous que pour les élections du 8 janvier 2023, la Sénat a eu 5 milliards 635 millions 485 645 francs CFA du budget national. Puis, les partenaires techniques et financiers ont fait un apport que je n'ai pas comme chiffre. La Cour constitutionnelle, toujours pour les élections du 8 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a eu 1 milliard 86 millions 828 800 francs CFA. La HAC, votre patron, vous de médias là, la HAC a eu... Autorité de régulation. Autorité de régulation des marchés. Non. Autorité, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Elle a eu 401 millions 34 710 francs CFA. La Cour des comptes a eu 221 millions 300 000 francs CFA. La Commission béninoise des droits de l'homme a eu 14 millions 895 000 francs CFA. Le ministère de la Défense a eu 537 millions 259 950 francs CFA. Le ministère de l'Intérieur a eu 652 millions 128 500 francs CFA. Le ministère du numérique et de la digitalisation a eu 159 millions 394 700 francs. Le ministère de la décentralisation a eu 88 millions 281 170 francs CFA. Et certainement le temps. Le ministère de la Justice a eu 55 millions. Ça veut dire quoi? Que pour cette élection-là, de 8 janvier 2023, les institutions que je viens de citer là ont eu 3 milliards 216 millions 497 830 francs CFA. Puis, la Sénat seule a eu 5 milliards 635 millions 485 600 pour l'organisation de l'élection. Or, il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y a pas d'élection s'il n'y a pas de liste électorale. Donc, la liste électorale est un élément capital pour les élections. Et donc, 159 millions pour mettre à jour le fichier électoral afin qu'il soit dénué de toute suspicion par rapport à tous les montants que je viens de citer tout à l'heure, ce n'est pas trop. Voilà. Voilà. Allez, nous amorçons la descente. Nous avons encore quelques minutes seulement. Avec l'audit du fichier électoral, vous avez commencé par le dire. Peut-on espérer d'élections transparentes, exemptes de critiques, de problèmes au Bénin désormais? Il y a lieu d'inviter tous les citoyens, quels qu'ils soient, de faire attention et de se dire que nous n'avons qu'un seul pays. Que nous soyons de tel bord ou de tel bord, vous devez faire confiance aux structures mises en place. Et pour ce faire,
nous souhaitons qu'on puisse associer tout le monde pour que la transparence, la sincérité soient au rendez-vous pour les élections, conformément à l'article 1er du code électoral en vigueur au Bénin actuellement. Ce code électoral a dit qu'il faut faire la transparence, qu'il faut faire la sincérité des votes. Et une fois que cela est fait, personne n'a le droit de se lever pour contester. Toutes les dispositions qui sont prises dans le code doivent être faites pour que tout le monde soit à l'aise. Il est prévu de faire le quotient électoral pour les élections législatives et communales. Il faut le faire. Il est prévu qu'on donne les procès-verbaux de dépouillement au niveau des postes de vote à tous les partis politiques. Il faut le faire. Il est prévu de donner des procès-verbaux de compilation des résultats au niveau des arrondissements à tous les partis politiques. Il faut le faire. Il est prévu que si, par hasard, à un poste de vote, tout le matériel n'est pas disponible, il ne faut pas ouvrir le poste de vote pour qu'on commence par voter. Il faut le faire. Et donc, nous allons inviter les gens, la Sénat, la Direction générale des élections, toutes les parties prenantes, les partis politiques, la société civile, que chacun joue son rôle pour que nous ayons des élections apaisées. Voilà. Nous, au niveau du comité de pilotage, nous allons jouer notre partition. Et nous allons faire en sorte que l'audit du fichier électoral puisse se faire dans des conditions prévues par les tests internationaux, que les résultats soient connus de tout le monde et que si mise à jour il doit y avoir, on puisse les faire sans problème. Voilà, un bel appel, empreinte d'engagement de Jean-Baptiste Elias et de tout le comité mis en place pour piloter l'audit du fichier électoral. Le gouvernement, je le rappelle, a autorisé en Conseil des ministres le financement à hauteur de 159 436 200 francs CFA pour cette opération. C'est dans ce cadre que nous avons reçu Jean-Baptiste Elias. Il est par ailleurs le président du FONAC. Jean-Baptiste Elias, merci d'être passé et à très bientôt. Merci à vous aussi et merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont écoutés. Voilà. Bonsoir chez vous et restez câblés et connectés au programme de Canal 3 Télévision.